à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir comme tous les week-ends pour le débrief hebdo de la semaine. Pas mal de choses à dire, vous l'imaginez bien, avec les derniers jours qui ont été particulièrement mouvementés sur le marché crypto, certes, mais pas seulement, puisqu'on a eu aussi beaucoup d'activités sur les marchés financiers traditionnels, sur la partie macro et sur la partie micro. On va être aussi dans une optique de préparation pour la semaine qui arrive, même si la semaine qui suit devrait être peut-être un petit peu moins chargée en termes de catalyseurs, mais attention avec tout de même certaines opportunités, certains enjeux qui seront à prendre en compte très sérieusement. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, à nous rejoindre dans le serveur Discord, c'est là-bas que tout se passe et c'est parti. On est tout de suite parti justement pour un petit point sur les actualités et des actualités assez intéressantes ce week-end, notamment sur le marché crypto. Je vous les ai partagées hier. Il y avait deux actus particulières. La première, d'un point de vue fondamental, on observe très clairement que depuis quelques jours maintenant, les whales sont en train d'accumuler de plus en plus de bitcoin. On voit clairement sur les derniers jours, on a eu plus de 47 000 bitcoins qui ont été accumulés par les whales. Donc les whales, c'est quoi? C'est les gros investisseurs sur le marché. On parle là de portefeuilles avec plusieurs centaines de milliers de dollars. Et puis il n'y a pas seulement que les whales qui continuent d'acheter du bitcoin, puisqu'on l'a observé aussi sur les ETF où on a eu depuis plusieurs jours des sorties nettes. Ça y est, on est repassé sur un inflow positif et puis tout ça a été mené, la danse des inflows positifs a été menée par Grayscale qui depuis la première fois, depuis le lancement des ETF, qui enregistre des entrées nettes sur son ETF. Très clairement, depuis le mois de janvier, ce n'était pas arrivé. Donc c'est assez historique ce qui se passe et ça montre vraiment un regain d'attractivité sur les ETF. On le voit très bien ici. Après 7-8 jours consécutifs de sortie nette, on est repassé sur une très grosse journée d'entrée. Donc ça c'est vraiment positif, c'est vraiment très intéressant et on y reviendra juste après, mais ça explique aussi en partie la réaction du marché qu'on a eu sur cette fin de semaine qui a été vraiment très intéressante les amis. On y reviendra, ne vous inquiétez pas. En termes d'actualité, ce qu'on a eu aussi très intéressant, c'est Tesla qui accepte désormais le Dogecoin sur son site internet. D'accord? Donc c'est vraiment une super bonne nouvelle. Alors le Dogecoin a un petit peu réagi, mais on sent que voilà, on n'est pas encore totalement en bull run parce que lorsqu'on est totalement en bull run, eh bien c'est vraiment le genre de news qui font exploser le cours de la crypto en question. Bon voilà, il n'y a rien d'étonnant après dans cette news. On sait qu'Elon Musk est un grand fan du Dogecoin, il l'avait particulièrement chill lors du précédent bull run. Et donc là, Tesla qui accepte désormais les paiements en Dogecoin. On continue avec une autre actualité qui concerne cette fois-ci l'entreprise Apple et l'investisseur Warren Buffett qui a réduit sa participation, ses investissements dans l'entreprise Apple de 13%. Donc une vente d'actions assez significative tout de même. Alors, est-ce que il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent? Est-ce que Warren Buffett a un mauvais pressentiment ou est-ce que tout simplement il fait des ajustements de son portefeuille pour aller investir dans d'autres sociétés? Ça, on le saura dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Mais je trouvais que c'était une actualité quand même assez intéressante à vous partager. Et puis en parlant d'Apple justement, c'est l'occasion parfaite de faire la transition avec un petit point microéconomique puisque cette semaine, on a eu les résultats justement de l'entreprise Apple. Alors, des résultats pas mauvais, mais un petit peu en dessous de ce que les résultats, de ce que les estimations attendaient. On voit quand même que l'entreprise Apple ralentit un petit peu en termes de chiffre d'affaires, en termes de bénéfices, en termes de ventes, d'accord, mais rien de très inquiétant non plus. Et en plus de ça, on a une entreprise, donc Apple, qui a annoncé un énorme programme de rachat d'actions à hauteur de 110 milliards de dollars. Donc c'est quand même pas du tout anodin. Et évidemment, c'est quelque chose qui est très rassurant, que les investisseurs apprécient énormément. On a vu le cours de l'action qui a réagi tout de suite à la hausse. Alors est-ce que ce programme de rachat d'actions, c'est vraiment un mouvement stratégique de la part de l'entreprise ou est-ce que ça a été annoncé justement pour compenser, pour masquer un petit peu les résultats pas extraordinaires qu'Apple a publiés? Je ne sais pas. Ça aussi, c'est une réponse qu'on aura probablement dans les prochains jours. Maintenant que ça s'est dit sur la partie microéconomique, on va pouvoir revenir sur les éléments macroéconomiques désormais que l'on avait cette semaine. Il y avait deux choses très importantes durant la semaine qui vient de s'écouler. La première, c'était mercredi avec le FOMC
et surtout la conférence de presse de Jérôme Powell qui a suivi. Alors je bois une petite gorgée d'eau et je vous explique ça dans un instant. Pendant que je bois, je vous invite à lâcher un gros like sur la vidéo. Alors, je vous le disais, mercredi soir, on a eu le FOMC. Donc, sans surprise, la Fed, ça on le savait, a décidé de maintenir ses taux d'intérêt directeurs à 5,5%. Ce qui a été intéressant, c'est ce qu'a dit Jérôme Powell par la suite et aussi ce qu'on a eu dans le communiqué de la Fed. L'un des éléments les plus importants à retenir, c'est celui-ci. À partir du 1er juin prochain, la Fed va ralentir son rythme de liquidation monétaire, son rythme de liquidation de son bilan en passant de 60 à 25 milliards. Alors c'est plutôt logique, dans un contexte d'élection présidentielle, la Fed et globalement les banques centrales mondiales ont tendance à être un petit peu plus souples, un petit peu plus neutres, un petit peu plus mesurées dans leur politique monétaire justement pour limiter la pression et les tensions économiques. D'accord ? Au-delà de ça, Jérôme Powell a fait le constat de la situation économique actuelle, notamment vis-à-vis de la croissance, et puis il a tendu une perche absolument extraordinaire sur le résultat qu'on attendait fin de semaine, à savoir le rapport NFP, en disant que pour le moment, voilà, il n'y avait pas de raison de baisser les taux parce que l'inflation restait dans certains secteurs quand même relativement résiliente, qu'il n'était pas forcément question non plus d'une hausse de taux pour le moment parce que les derniers résultats n'étaient pas particulièrement inquiétants, mais que l'un des éléments qui pouvait entraîner la Fed à pivoter plus rapidement que prévu, c'était si on avait un déséquilibre et de gros changements en fait sur le marché du travail. Et ça tombe bien puisque vendredi, on avait, donc quelques jours après le FOMC, on avait justement le rapport NFP qui était publié, donc le rapport économique portant sur le secteur de l'emploi aux États-Unis le plus important, qui en règle générale amène le plus de volatilité sur les marchés. Et alors là, on a eu de très bons résultats. Bah oui, parce que qu'est-ce qu'on a eu durant ces résultats ? Un salaire horaire moyen qui diminue, des créations d'emplois dans le secteur non agricole qui ralentissent et un taux de chômage qui augmente un petit peu. Et ça, suite à des résultats, on l'avait vu en début de semaine, de la confiance des consommateurs qu'on avait vu, elle aussi, diminuer. Ce sont de très bons résultats. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on a des Américains qui ont un petit peu moins de travail, qui ont un peu moins de pouvoir d'achat, qui ont un peu moins confiance dans l'économie et donc qui sont moins amènes de dépenser leur pouvoir d'achat. Tout ça est un agrégat macroéconomique qui peut nous permettre d'envisager du coup un ralentissement de l'inflation. Et d'ailleurs, les marchés l'ont très bien compris puisque dès la publication de ces résultats, on a vu le dollar américain respirer beaucoup plus profondément que ce qu'il avait fait déjà en première partie de semaine. Rappelez-vous, suite au FOMC qui avait marqué un petit peu un top en 4 heures sur le dollar. Et puis on a vu aussi de belles détentes sur les taux courts, que ce soit le taux à 10 ans ou encore le taux à 2 ans. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Alors, c'est encore trop tôt pour crier victoire. Bien évidemment, on est encore très loin des objectifs de la Fed, mais c'est déjà des premiers éléments plutôt encourageants. Et tout ça a créé un agrégat, une accumulation d'éléments particulièrement positifs pour les marchés. On l'a observé sur les marchés traditionnels, évidemment, puisqu'on a observé le S&P 500, le Nasdaq ou encore le Dow Jones repartir sur des niveaux de prix particulièrement élevés. Mais ça a aussi permis à Bitcoin de confirmer totalement sa réintégration de structure en 4 heures. Et alors là, j'y viens justement au marché crypto. Alors, si ma page TradingView veut bien s'afficher, ce qui ne semble pas être le cas, c'est pas grave. On va basculer sur cet onglet-là. Donc, Bitcoin, vous le savez, qui durant la semaine dernière est venu chercher de la liquidité sous les 59 000 $, qui est venu faire une déviation sous le range qui était en place depuis le début du mois de mars dernier. Et puis, je vous avais expliqué, voilà, il y avait deux options. Soit on venait faire un retest bearish du bas de la structure 4 heures pour plonger plus bas vers les 50-53 000 $, soit on allait avoir une réintégration de la structure très rapidement, ce qui allait probablement nous permettre de très vite nous permettre d'envisager un retour vers les 68 000, 69 000 $. Pardon. C'est exactement ce qui s'est passé. On a eu une réintégration de la structure
des volumes d'achat très très intéressants et on le voit encore ce soir, l'open interest qui monte, les funding rates qui montent, on a les CVD en spot qui sont totalement positifs, on est repassé sur un delta largement positif, ce qui nous indique qu'on a des volumes acheteurs bien supérieurs aux volumes vendeurs, contrairement à ce qu'on avait eu la semaine dernière, et donc un Bitcoin qui nous envoie quand même des signaux particulièrement bullish sur ces derniers jours. Alors attention, là aussi, il ne faut pas crier victoire trop vite pour autant, mais c'est quand même très 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 encourageant ce qui est en train de se passer, sans oublier les indicateurs que je vous avais partagés en début de cette vidéo en vous disant que voilà, on avait eu de nouvelles entrées positives sur les ETF notamment. Donc tout ça, ça explique très très bien ce que je vous avais annoncé ces derniers jours et ça vous montre l'importance de profiter des phases de retracement sur le marché pour recharger, pour se repositionner, pour ajuster les différentes lignes de son portefeuille. Parce que oui, effectivement, on pouvait aller plus bas. Mais il y avait aussi ce scénario, cette possibilité où le marché n'allait pas corriger davantage et donc où il fallait absolument être en capacité de profiter de cette phase de retracement pour accumuler et pour recharger. Et c'est exactement ce qu'on a pu faire sur certains alts. Je pense à Tao qui était repassé sous les 400 $. Je pense aussi à Atom qui nous fait un rebond sensationnel sur ce week-end. Ça a été le cas aussi d'Aleph, du Link, du TIA sur lequel d'ailleurs on s'est positionné à l'achat. J'en passe d'autres bien évidemment qui ont aussi réalisé de très très belles performances. Solana qui s'attaque désormais aux 150 $, Avax qui s'attaque bientôt à la résistance des 38 $. Donc franchement c'est super intéressant ce que nous fait le marché. Maintenant encore une fois, c'est pas pour autant que le marché crypto ne va plus jamais redescendre plus bas, même si voilà, je considère quand même que le Bitcoin nous envoie un signal très bullish, un signal de résilience, un signal de résistance particulièrement intéressant. Alors, est-ce qu'on va aller casser tout de suite les précédents ATH? Pas forcément. On va peut-être tout simplement prolonger cette phase de range. Et d'ailleurs, pour être très honnête avec vous, pour vous donner une analyse un petit peu plus à moyen terme, moi, très sincèrement, je pense que le marché crypto va rester dans cette phase de latéralisation jusqu'au mois de septembre. On va avoir des phases de volatilité, un petit peu comme on en a eu durant déjà cette première partie de latéralisation, mais je ne m'attends pas forcément à un momentum directionnel en swing qui va se dégager dès maintenant. Il y a très peu de chances que ça arrive, étant donné que la Fed ne va pas pivoter avant l'été. On a un mois de mai qui va être peut-être un petit peu plus calme. Après, il va y avoir l'été où les institutionnels sont beaucoup moins présents. Donc, il peut se passer plein de choses. Mais voilà, je suis plutôt dans une optique aujourd'hui de continuation dans cette phase de latéralisation. Évidemment, avec ça, la dominance du Bitcoin nous a montré un joli petit rebond, ce qui a remis un petit peu en difficulté Ethereum face à BTC, même si ce dernier a quand même plutôt bien réagi. Il est revenu d'ailleurs sur nos prix d'entrée de notre position de lundi dernier. Donc moi, je suis sorti ABE, étant donné qu'on avait profité de ce mouvement de correction pour prendre des premiers TP. Là, étant donné que le prix est revenu sur mon prix d'entrée, eh bien, je suis sorti tout simplement de ma position et je me suis exposé sur pas mal d'altcoins en spot, comme je vous l'ai expliqué, mais aussi sur certains d'entre eux sur les contrats futurs. D'accord ? Donc voilà ce que je pouvais vous dire globalement sur le marché crypto. Alors, on n'oublie pas quand même, parce que c'est important de le notifier. Alors visiblement mon onglet MobChart ne veut pas s'afficher non plus. Tac, on va en ouvrir un nouveau. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que ce qu'on avait identifié, enfin toutes les zones d'ordre, et notamment des zones d'achat qu'on avait identifiées au sud, elles sont toujours présentes. D'accord ? Faut quand même pas oublier ça, c'est que voilà, on a laissé énormément d'argent plus bas. Mais on sait que c'est quelque chose qu'on avait déjà fait, par exemple, sur le dernier trimestre de 2023, où en fait, on avait des structures haussières qui s'enchaînaient et qui, en fait, à chaque fois, laissaient de la liquidité plus bas. Donc on sait qu'on est dans un marché qui est des fois un petit peu irrationnel et qui peut continuer de monter sans forcément toujours nettoyer la totalité de ce qu'il y a à nettoyer. Même si, encore une fois, avec la correction qu'on a faite sous les 59 000 $, on est venu purger quand même une bonne partie du marché. Et on le voyait bien, le sentiment global du marché commençait à s'inverser. On avait des personnes qui commençaient à douter alors qu'on avait simplement fait une phase de latéralisation. Certains déjà parlaient d'un retour en bear market, ce qui est complètement délirant. Certains pensaient finalement à une annulation du bull run. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. En tout cas, toujours est-il qu'actuellement la situation est particulièrement réjouissante. Encore une fois, il ne faut pas crier victoire trop vite, mais c'est quand même très très bien ce qui est en train de se passer.
Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur la partie crypto. Sur les indices, bon, il y a certaines de nos positions qui ont été clôturées, le Nasdaq notamment, donc sur lequel je vous rappelle, on est sorti à BE sur cette fin de semaine. Je vous rappelle qu'on avait pris des premiers TP sur ces niveaux-là, donc un petit peu comme la position Ethereum. Et puis là, le prix qui est revenu sur nos prix d'entrée, donc on est sorti à BE. On a fait par contre des premiers entrées short sur le Dow Jones pour le moment. Alors attention, ce sont des positions particulièrement risquées. Et pour le moment, sur le S&P 500, rien de nouveau. Je ne suis pas en position dessus. Voilà, j'observe un petit peu ce qui se passe, mais je ne le traite pas. Sur le FTSE, on a été SL, d'accord. Ça a été l'un des seuls trades perdants qu'on a fait la semaine dernière. Et sinon, je continue de travailler à la vente le DAX et le CAC, qui sont très très faiblichons, je vous l'avoue. Contrairement aux indices américains qui ont repris un petit peu de force, les indices européens qui ont été en difficulté. Globalement, ça a été une très 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 bonne semaine en termes de résultats. Je vous les ai partagés dans le serveur Discord. Donc sur tous les services de Blockchain Capital, on a clôturé la semaine en positif. De toute façon, ça fait plusieurs semaines qu'on est sur quasiment que du full positif. La dernière petite semaine négative qu'on avait eue, c'était mi-avril sur le service CIB. Mais sinon, on est vraiment que sur du positif. Je vous ai aussi partagé le détail de mes résultats de mes trades. Vous le voyez ici, plus 177% sur Bitcoin. On a certains membres aussi qui ont fait des très beaux résultats. Vous voyez ici Rios qui fait plus 215% sur RNDR. On a Fred qui fait plus 145% sur le Tommy. Là, moi, je vous ai partagé mon trade sur le TIA. Là, je vous en ai partagé un aussi sur le Link. Et puis voilà, vous voyez qu'il y a aussi des membres. Là, Hugo du département, de la team trading qui fait aussi de très très belles performances. Donc tout ça, évidemment, ça vous est partagé. Les beaux trades qu'on a réalisés, ils vous sont partagés dans le serveur Discord quotidiennement. Je vous les ai tous expliqués maintes et maintes fois. Je vous ai déjà montré les résultats maintes et maintes fois. Donc voilà. Ok. Sinon, donc pour revenir un petit peu plus précisément sur les marchés du côté des matières premières, donc l'autre SL de cette semaine, donc il y a eu le FTSE qu'on a SL et il y a eu le pétrole, sinon on n'a eu que des TP. Donc le pétrole qui repart à la baisse. Pourquoi? Tout simplement, eh bien parce que, alors tout simplement, c'est pas forcément la seule raison, mais c'est l'une des raisons principales, eh bien les stocks de pétrole brut américains augmentent de manière significative, donc on a plutôt un repli du cours du pétrole, alors que la situation géopolitique et macroéconomique pouvait plutôt nous laisser penser à une continuation haussière. Donc vous voyez pourquoi aussi les marchés, il y a une certaine complexité de la compréhension qui rend des fois la lecture un petit peu compliquée. Et puis du côté de l'or, il n'y a pas de grands changements. Pour le moment, je suis toujours en observation, j'ai pas de position parce que j'ai actuellement beaucoup trop de contre-indications pour envisager quelque chose de plus précis en termes de position sur le marché. On avait aussi, pour terminer avec un petit point sur la partie Forex, travailler un scénario sur Euro-USD. Donc le trade qui s'est totalement validé. On est venu chercher à quelques centimes près tous les TP qu'on s'était fixés, mais très très jolie prise de position qui a ensuite été clôturée à BE pour finalement venir réintégrer la structure en 4 heures. Donc voilà, on va voir un petit peu comment vont se comporter les marchés ce soir et puis surtout demain matin à l'ouverture avant de réenvisager de nouvelles prises de position. Voilà d'un point de vue technique donc ce que je pouvais vous dire. Semaine prochaine, comme je vous l'ai expliqué, on devrait avoir beaucoup moins de catalyseurs macroéconomiques. D'ailleurs, les marchés sont déjà en train de se détendre. On le voit très très bien avec le VIX que vous voyez ici qui est repassé sous des niveaux assez bas, étant donné les derniers résultats, notamment avec le NFP de vendredi. Donc semaine prochaine, pas de gros catalyseurs macro. On aura quelques résultats PMI demain du côté européen. Quelques discours de membres du FOMC tout au long de la semaine qui pourront être intéressants. Mercredi, comme d'habitude, les stocks de pétrole brut aux États-Unis. Jeudi, on aura en chiffres, en data principale, les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et puis vendredi, on terminera avec la croissance au Royaume-Uni et puis l'indice Michigan du côté américain. Donc une semaine plus calme qui va nous permettre de travailler davantage sur des aspects techniques et un petit peu moins sur des aspects fondamentaux. Ce qui va nous permettre d'avoir une approche un petit peu différente mais tout aussi intéressante. Donc pour ne rien louper de toutes nos analyses, de toutes nos prises de position, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Nous rejoindre dans le serveur Discord mais aussi vous abonner sur nos différents réseaux et notamment sur notre chaîne YouTube sur laquelle on vous partage énormément de contenu quotidiennement et puis on se retrouvera aussi en live tout au long de la semaine. Alors ça sera une semaine un petit peu plus light aussi, personnellement je serai en déplacement mercredi et jeudi, mais il y aura tout le reste de l'équipe Blockchain Capital qui sera là aussi pour vous proposer des contenus. Donc voilà. Au-delà de ça, je vous rappelle aussi que notre tout
premier e-book est toujours disponible. Il est totalement gratuit. Il vous permettra en seulement 10 étapes de comprendre les bases de l'écosystème crypto. Et puis je vous rappelle que la phase publique de notre levée de fonds est désormais lancée depuis quelques jours maintenant. On vous l'a annoncé semaine dernière. Donc pour ceux qui veulent investir dans notre token, ça vous permettra d'avoir de nombreux avantages. Ça vous permettra d'accéder à certains de nos services, mais aussi potentiellement de réaliser un investissement de qualité. Donc voilà, je vous invite à aller voir tout ça si ça vous intéresse. On vous a fait une vidéo directement avec le directeur général de Cryptin, donc la société avec laquelle on réalise cette levée de fonds, pour tout vous expliquer sur les caractéristiques de cette levée de fonds et pour que vous puissiez comprendre si ça peut être intéressant pour vous ou non d'y participer. Voilà, pour ceux qui sont sur le live Twitch et TikTok, ne bougez pas, je vais répondre à toutes vos questions d'ici un instant. Pour ceux qui étaient sur YouTube, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, à me poser des questions si vous en avez. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne fin de week-end. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.